Est-ce que posséder un logement en France est en train de devenir un luxe réservé à ceux qui peuvent encaisser des hausses fiscales imprévisibles? Est-ce que garder une résidence secondaire pour sa famille, pour les vacances ou pour préparer sa retraite devient un problème fiscal? Et surtout, est-ce qu'on est en train de glisser vers une situation où l'État ne vous enlève pas votre bien officiellement, mais vous pousse tellement financièrement que vous êtes obligé de le vendre? Franchement, beaucoup de propriétaires se posent ces questions en 2026. Aujourd'hui, on va parler sans détour de la loi de finances 2026, des logements vacants, des résidences secondaires, des nouvelles taxes, du risque de fiscalité confiscatoire et surtout de ce que vous pouvez faire concrètement. Si vous aimez ce type d'analyse claire, accessible, qui explique les choses simplement sans jargon incompréhensible, pensez à liker l'épisode, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour nous dire si vous êtes concerné ou non. C'est un sujet très sensible, parce qu'il touche au patrimoine, à la sécurité financière et parfois à l'héritage familial. Et ce qui change en 2026 est structurant, ce n'est pas un simple ajustement technique. Avant même de parler de taxes, j'aimerais comprendre une chose. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette pression soudaine sur les logements vacants et les résidences secondaires? Ce n'est pas vraiment soudain. On est dans un contexte de déficit public important, avec un objectif d'économie massif. L'État cherche des recettes, mais il y a aussi un argument politique fort, la crise du logement. On estime qu'il y a environ 3 millions de logements inoccupés en France. Donc, l'idée officielle, c'est il y a des logements vides et des gens qui cherchent à se loger, donc on force la remise sur le marché. Exactement. Le raisonnement est simple, si un logement reste vide en zone tendue, c'est qu'il y a un problème. Et plutôt que de laisser le propriétaire décider librement, on crée un coût fiscal pour l'inciter à agir. Mais tous les logements vacants ne sont pas spéculatifs. Parfois, c'est un héritage compliqué, parfois des travaux, parfois un marché local difficile. Et c'est justement là que la complexité commence. La loi part d'une présomption. Si c'est vide, c'est volontaire. À vous de prouver le contraire. Parlons concret. Cette fameuse TVLH, qu'est-ce que ça change vraiment pour moi si j'ai un appartement vide? Avant, on avait 2 taxes différentes selon la zone. C'était technique, fragmenté. À partir de 2027, il y aura une taxe unique, la taxe sur la vacance des locaux d'habitation. Donc, simplification. Oui, mais simplification ne veut pas dire allègement. En zone tendue, si le logement est vide plus d'un an au 1er janvier, la taxe s'applique automatiquement. Le taux démarre à 17%, puis 34% et peut être majoré localement. Majoré jusqu'où? Jusqu'à 60% dans certaines configurations après modulation. Donc, si la valeur locative cadastrale est élevée, la facture peut devenir très lourde. Oui, et c'est là que certains parlent de pression quasi confiscatoire. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est la résidence secondaire. Avant, si une mairie augmentait la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, elle devait aussi augmenter la taxe foncière. C'était une forme d'équilibre. Pourquoi supprimer cette protection? Parce que les mairies veulent plus de liberté budgétaire. La liaison des taux empêchait de cibler uniquement les non-résidents. Maintenant, un maire peut augmenter fortement la taxe sur les résidences secondaires sans toucher les résidents principaux. Donc, politiquement, c'est plus facile. On taxe ceux qui ne votent pas localement. C'est un effet indirect, oui. Imaginons une commune touristique. Beaucoup de résidences secondaires, la mairie peut décider de doubler la pression fiscale pour financer ses projets? Elle en aura désormais la capacité juridique. Donc, un couple qui garde la maison familiale à la mer peut se retrouver avec une fiscalité qui explose d'une année sur l'autre? C'est possible, et il faudra surveiller les délibérations locales. Je vais poser la question franchement. Est-ce qu'on est proche d'une fiscalité confiscatoire? En droit français, on parle de charge excessive. Un impôt devient problématique si, globalement, il absorbe une part disproportionnée des revenus ou du rendement du bien. Donc, si la taxe dépasse le revenu locatif potentiel. C'est là que le débat juridique pourrait s'ouvrir. Mais attention, le Conseil constitutionnel a toujours validé cette taxe en disant que le propriétaire peut éviter la taxe en louant, vendant ou occupant le bien. Donc, la clé juridique, c'est l'existence d'une alternative. Exactement. Tant qu'on peut agir, ce n'est pas une expropriation au sens strict. Très bien. Je veux louer, je ne trouve personne. Je fais quoi? Il faut prouver que vous avez cherché activement. C'est-à-dire? Mandat confié à une agence, annonce continue, preuve de publication, historique de baisse du loyer si nécessaire. Donc, si je mets un loyer trop élevé, par attachement personnel, ça peut être considéré comme volontaire? Oui, le prix du marché est objectivé par des observatoires locaux de loyer. Donc, ce n'est pas mon crédit, mes charges ou mon ressenti qui compte. Non, c'est la réalité statistique locale. Et si je refuse un candidat parce que son dossier ne me rassure pas? Il faut pouvoir justifier objectivement, sinon cela peut être interprété comme une stratégie dilatoire. Et si le logement est squatté? Il faut réagir immédiatement. Plainte, constat, action judiciaire. Et si je tarde par manque de moyens?
Le juge peut considérer que vous n'avez pas été suffisamment diligent. C'est très strict. Oui, la jurisprudence est sévère. Et pour des travaux lourds? Si le coût dépasse environ 25% de la valeur du bien, cela peut justifier l'exonération. Mais il faut des devis, des expertises, des preuves. Donc, en résumé, il faut tout documenter. Absolument tout. Je reçois l'avis d'imposition. Je panique. Quelle est la première chose à faire? Vérifiez votre déclaration sur « Gérer mes biens immobiliers ». Ensuite, déposez une réclamation auprès du service des impôts des particuliers. Et je peux attendre la réponse avant de payer? Non, sauf si vous demandez un sursis de paiement. Donc, il faut penser à le demander explicitement. Oui, sinon vous risquez majoration et saisie. Et si ma réclamation est rejetée? Vous pouvez saisir le tribunal administratif, mais il faut un dossier solide. On nous parle d'un dispositif incitatif pour compenser. Est-ce que c'est vraiment attractif? C'est intéressant pour un investisseur qui accepte 1. 9 ans d'engagement, 2. Plafond de loyer, 3. Location nue, 4. Pas de location à un membre de famille. Donc, pour quelqu'un qui veut garder une maison de famille pour l'été, ce n'est pas adapté. Non, ce n'est pas un outil de flexibilité. Si je résume avec mes mots simples, on est passé d'un système où garder un bien vide était un choix à un système où garder un bien vide est financièrement risqué. C'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, un propriétaire doit 1. Connaître les loyers du marché, 2. Anticiper la fiscalité locale, 3. Documenter ses démarches, 4. Réagir vite en cas de problème. Oui, on est entré dans une ère de gestion patrimoniale stratégique. Merci pour toutes ces explications. Si cet épisode vous a permis de mieux comprendre ce qui vous attend en 2026, pensez à liker, à vous abonner et surtout à laisser votre situation en commentaire. Résidence secondaire, logement vide, projet d'investissement? On vous lit et on pourra approfondir dans un prochain épisode. À très bientôt.